Sur le plan histologique, sur le plan d'histologie fonctionnelle, au niveau de la branche descendante, on voit un épithélium, donc des cellules épithéliales qui sont essentiellement dont la fonction c'est la diffusion de l'eau. Par contre, au niveau de la branche ascendante, alors vous regardez la bordure en bronze, c'est le nombre de mitochondries qui reflète le transport actif de sodium dont on avait parlé au niveau de la branche ascendante. Alors le bilan de la réabsorption, vous avez 15% d'eau qui est réabsorbée dans la branche descendante, 25% de sodium, de potassium et du chlore qui sont réabsorbés dans la branche ascendante. Le liquide donc quitte l'once avec une faible osmolarité, vous vous rappelez, parce qu'il y a une perte énorme de soluté au niveau de la branche ascendante et une osmolarité qui est très faible, de l'ordre de 100 milliosmoles. Absorption au niveau du tubule contourné distal et du canal collecteur, il y a deux parties au niveau du tubule contourné distal. La première partie où la réabsorption continue à se faire comme telle qu'elle a été au niveau de la branche ascendante de l'once de Henle, c'est-à-dire que le filtrat urinaire va continuer à perdre des électrolytes et l'osmolarité va continuer à baisser. Par contre, au niveau de la dernière partie du tubule contourné distal et du canal collecteur, la réabsorption de l'eau et de sodium se fait d'une manière indépendante et sous contrôle hormonal. Ces hormones seront libérées en fonction de plusieurs paramètres, par exemple la concentration, l'osmolarité, la pression artérielle, le volume du liquide corporel. Tous ces paramètres vont contribuer et vont intervenir au niveau du contrôle de la réabsorption de l'eau. Et en parallèle, il y aura une sécrétion de l'excès des ions H+ et des ions K+. Le plan de l'histologie fonctionnelle du tubule contourné distal et du canal collecteur, comme vous le constatez sur cette coupe, il y a deux types de cellules. Il y a les cellules principales qui sont caractérisées par un noyau foncé qui sont majoritaires et qui sont spécialisées au niveau de la réabsorption de l'eau et du sodium, la sécrétion de potassium. Elles sont sous contrôle hormonal. Nous avons les cellules intercalaires qui, comme leur nom l'indique, sont intercalées entre les cellules principales avec un noyau beaucoup plus clair et qui sont spécialisées au niveau de la réabsorption du bicarbonate et la sécrétion des ions H+. Le rein joue un rôle important au niveau de l'ajustement de l'équilibre hydrique de l'organisme, et ceci en contrôlant l'osmolarité. Si on regarde l'osmolarité de notre plasma, elle est très peu variable. Nous avons 280 à 285 milliosmoles. Ça veut dire que nous n'avons que 5 milliosmoles comme marge de liberté. Cela veut dire que le contrôle est un contrôle qui est très rigoureux, qui est très sévère, et il se fait par une hormone qu'on appelle l'ADH, hormone antidiurétique ou bien vasopressine, qui est libérée par l'hypophyse postérieure lors de la stimulation de l'hypothalamus. Cette hormone est synthétisée au niveau de l'hypothalamus. Dans le cas où on a des pertes qui sont incontrôlables et qui sont très importantes et qui sont inattendues, la soif intervient également pour compenser ces pertes. L'ADH, ou bien vasopressine, ou bien hormone antidiurétique, est un peptide synthétisé par des cellules neuroendocrines de l'hypothalamus. L'ADH est mis en réserve dans des granules neurosécrétrices qui sont transportés le long d'un axone jusqu'à la post-hypophyse, où ils sont stockés. L'ADH est libéré selon les besoins, en réponse soit à une hyperosmolarité ou à une hypovolémie. Les récepteurs de l'ADH au niveau du rein, particulièrement au niveau des cellules principales du tubule contourné distal et du canal collecteur,
sont situés au niveau de la membrane basolatérale. Ces récepteurs sont couplés à une protéine G stimulatrice qui va donc augmenter le taux d'AMP cyclique intracellulaire et donc la protéine kinase A qui permet l'insertion à la membrane apicale de vésicules contenant un canal AO appelé aquaporine. Donc l'ADH augmente la perméabilité des membranes apicales à l'eau, et donc augmente la réabsorption de l'eau en augmentant le taux d'aquaporine au niveau de cette membrane. L'osmolarité du liquide urinaire est très variable. Elle dépend de plusieurs paramètres. Par exemple, l'osmolarité du liquide extracellulaire, la pression sanguine, le volume extracellulaire, le volume sanguin, et elle dépend aussi de certains paramètres extérieurs. Alors, lorsque on a une augmentation de l'osmolarité plasmatique extracellulaire, elle est immédiatement ressentie par des osmorécepteurs qui sont au niveau de l'hypothalamus, à côté des cellules sécrétrices d'ADH. Il va y avoir libération d'ADH qui va agir sur le tubule contourné distal et le canal collecteur et qui va donc diminuer la pression osmotique au niveau du liquide extracellulaire par réabsorption de l'eau. L'eau ne va pas être excrétée avec les urines, mais va être réabsorbée et va passer au niveau du liquide interstitiel pour diminuer l'osmolarité plasmatique. Certains paramètres hémodynamiques agissent également, mais à moindre degré, c'est-à-dire qu'il faudrait une variation, par exemple, de l'ordre de 10% de la pression artérielle pour stimuler la libération de l'ADH. Et une diminution de la pression artérielle du volume sanguin, où l'on bien l'angiotensine, le stress, la douleur, les nausées, la nicotine, tous ces paramètres agissent en augmentant la libération de l'ADH. Par contre, l'alcool est le facteur natriurétique auriculaire. Ce facteur natriurétique auriculaire est sensible à une augmentation de la pression artérielle ou bien du volume sanguin, va au contraire inhiber la libération de l'ADH. Le diabète insipide se traduit par une carence en cette hormone d'ADH, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécrétion d'ADH au niveau de l'hypothalamus, ou bien il y a un problème de résistance au niveau du néphron, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récepteur V2 au niveau des cellules principales. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas de réabsorption de l'eau, donc on va avoir une polyurie. Pour compenser cette polyurie et cette élimination excessive de l'eau, eh bien, le patient va donc augmenter sa consommation en eau. Donc, il y a une polyurie qui accompagne une soif accrue. Ce qui est de la différence donc, de perméabilité à l'eau au niveau de la dernière partie du tubule contourné distal et du canal collecteur, elle se fait en fonction de deux paramètres, le gradient osmotique corticomédulaire et la libération de l'ADH. Nous avions vu, lors de notre étude sur la réabsorption au niveau de l'once de Halley, que le filtre urinaire qui sort de l'once de la branche ascendante de l'once de Halley est caractérisé par une osmolarité qui est très faible, qui est maintenue au niveau de la première partie du tubule contourné distal et qui va traverser un gradient médulaire de plus en plus concentré avec une osmolarité qui atteint 1200 milliosmoles. Bien malgré ça, l'eau ne va pas être réabsorbée et il n'y aura pas de perméabilité à l'eau qui va être ouverte sans la présence d'ADH. S'il n'y a pas d'ADH, il n'y a pas de réabsorption de l'eau. Et cette réabsorption, elle se fait en fonction du gradient osmotique, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus importante quand on s'enfonce au niveau de la médulaire.
dans le cadre de l'étude de la réabsorption au niveau de la dernière partie du tubule contourné distal et du canal collecteur, nous allons étudier la régulation de la natrémie, c'est-à-dire le taux de sodium, et la calémie, c'est-à-dire le taux de potassium, et leur régulation par les cellules principales en intégrant le système rénine, angiotensine, aldostérone. L'aldostérone, c'est un minéralocorticoïde qui est sécrété par les glandes surrénales sous l'effet de l'angiotensine 2. Le siège de cette régulation est le tubule contourné distal et le canal collecteur qui augmente la réabsorption de sodium et la sécrétion du potassium. Le facteur stimulant, c'est la faible concentration plasmatique du sodium et la forte concentration plasmatique du potassium. Concernant le mécanisme d'action de l'aldostérone sur les cellules principales, l'aldostérone se fixe sur des récepteurs cytoplasmiques et stimule la production d'ARN messager qui codent pour la synthèse protéique, soit de nouvelles pompes à sodium-potassium qui vont s'installer au niveau de la membrane basolatérale, soit des canaux sodiques ou potassiques qui vont s'installer au niveau de la membrane apicale. Le premier paramètre qui agit sur la libération de l'aldostérone, c'est la concentration en sodium et en potassium au niveau du plasma. Une diminution de la concentration du sodium ou une augmentation de la concentration du potassium va stimuler directement les cellules qui existent au niveau de la zone glomérulée du cortex surrénal et va provoquer la libération de l'aldostérone. En 1, il y a aussi l'action à travers le système rénine-angiotensine. Il y a stimulation du rein qui va libérer au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire la rénine qui va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1 et l'angiotensine 1 en angiotensine 2 et qui va stimuler les glandes surrénales pour stimuler la libération de l'aldostérone. En 2. En 3, nous avons la diminution du volume sanguin ou bien de la pression artérielle va agir également à travers le système rénine-angiotensine et va provoquer la libération de l'aldostérone. Cette dernière va agir sur les cellules du tubule contourné distal et les tubules collecteurs pour provoquer une augmentation de la réabsorption de sodium et une augmentation de l'excrétion du potassium. En parallèle, les volorécepteurs qui existent au niveau de l'oreillette sont sensibles à une hypervolémie, une augmentation du volume sanguin en 4. Ils sécrètent ce qu'on appelle le facteur natriurétique auriculaire qui a au contraire une action inhibitrice sur la sécrétion de l'aldostérone.